Bonjour, je suis Louis Duruflé et je vous présente les L du patrimoine, un podcast réalisé par la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, la DRAC et le studio Flamboyance. Découvrons ensemble des femmes qui travaillent à la DRAC Hauts-de-France, à Amiens et à Lille. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Catherine Bourlet et je suis architecte des bâtiments de France, accessoirement chef du service de l'UDAP du Nord. Alors, l'architecte des bâtiments de France, c'est une fonction qui a pour objet de protéger, préserver et éventuellement conseiller ou en tout cas veiller à la qualité architecturale dans les espaces protégés. Alors, les espaces protégés par la loi CAP, le Code du patrimoine, c'est-à-dire les abords de monuments historiques, les sites patrimoniaux remarquables, les sites inscrits, les sites classés, et évidemment les monuments eux-mêmes, monuments historiques classés et inscrits, bien sûr, qui sont aussi en collaboration avec la conservation dans nos missions de protection et de valorisation. Catherine Bourlet n'a pas connu qu'un parcours classique. Alors en fait, j'ai fait des études d'architecte, ça qui était voulu, et puis j'ai travaillé dans le privé, et puis un jour, pour une raison personnelle, j'ai déménagé, et ne retrouvant pas de travail dans la région où j'étais, dans le sud, je suis bêtement allée pointer à l'NPE comme tout le monde. Et là, je suis tombée sur une annonce d'un concours de vérificateurs. Et ma foi, le sujet, bien sûr, ça tenait au patrimoine. Enfin voilà, tous ces sujets étaient un peu évoqués, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais le préparer, je vais réviser l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'art, enfin tout ça, ça m'intéresse. Et donc, je l'ai préparé de cette façon-là. Et il se trouve qu'à l'époque où j'étais là-bas, j'ai eu l'occasion du coup de rencontrer un architecte des bâtiments de France. Et qui m'a dit mais enfin pourquoi tu prépares pas le concours d'architecte des bâtiments de France. Il se trouve que dans le même temps il y avait ouvert pour postuler pour préparer, c'est-à-dire pour être rentré à l'école de Chaillot. Et donc j'ai préparé l'entrée à l'école de Chaillot et le concours de vérificateur. Et j'ai eu les deux. Et donc j'ai pu suivre. Le conservateur, là où je suis allée à l'époque, m'a autorisé à suivre les cours de Chaillot en même temps que je faisais mon travail de vérificateur. Et j'ai pu passer ensuite le concours d'architecte des bâtiments de France. Votre métier est plutôt masculin, féminin ? Enfin, moi, je le ressens pas du tout comme un métier genré, ni même quand j'ai commencé. Il y avait peut-être un peu plus de garçons que de filles, effectivement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a largement autant, peut-être même plus de filles que d'hommes dans le métier. Dans les métiers du bâtiment, enfin c'est un peu l'impression que j'ai l'impression que quand même on reconnaît plus vos compétences ou la façon dont vous travaillez que votre genre. Alors je sais bien que les entrepreneurs, c'est souvent dans les entreprises, il y avait beaucoup d'hommes dirigeants, etc. Il y a plus d'hommes que de femmes, il y a quand même des femmes aujourd'hui, mais en position d'architecte, c'est un petit peu différent. Quelque part, on reconnaît votre aptitude à réfléchir, à comprendre, à essayer de trouver une solution. Enfin, j'ai jamais rencontré de gens qui soient vraiment en opposition ou en rejet parce que j'étais une femme. Mais c'est sûr que entre le moment où je suis arrivée et maintenant, il y avait moins de femmes. Il y en avait, mais il y avait moins de femmes. Je pense que le métier s'est largement féminisé, mais un peu comme beaucoup de métiers. Enfin, voilà, les femmes sont rentrées un peu partout. Alors après, vous pouvez avoir, vous êtes enceinte, par exemple, vous pouvez avoir des remarques parce que vous absentez, parce que j'ai eu des petites choses comme ça. Bon, après, peut-être que ça tient à ma personnalité, j'y fais pas, ça glisse un peu. Enfin, j'y fais pas spécialement attention. Puis je suis parfois capable de remettre des gens à leur place. Et clairement, si j'ai eu un frein, c'est pas un frein ou un plafond d'air, c'est pas quelqu'un qui me l'a imposé. C'est plus quelque chose que vous imposez ou que vous, de fait, qui devient une réalité, dans la mesure où vous voulez avoir une vie privée, familiale, etc. et un exercice. Parce que évoluer, ça veut dire changer de région, changer de poste, aller quelquefois très loin, parce qu'il y en a quand même que 2 ou 3 par département. Donc, ça devient compliqué de faire ça avec une famille.
avec un conjoint qui peut avoir un autre métier, peut-être beaucoup plus sédentaire, ou comme dans mon cas, un conjoint qui a beaucoup d'activités et qui est très pris, y compris qui s'en va souvent. Donc, même si vous êtes aidé, enfin, c'était relativement mon cas, mais vous avez à un moment donné un choix à faire entre laisser d'autres s'occuper de vos enfants ou quand même participer un peu. En tout cas, ça a été de fait quelque chose qui probablement a fait que je n'ai pas développé de plan de carrière vraiment plus rapide. Et je sais que j'ai d'autres concerts qui sont dans le même cas. C'est clair. C'est clair. Ça se passe comment pour évoluer dans votre carrière ? Alors, on peut changer de région et clairement aujourd'hui au ministère, c'est vrai que vous êtes au début, comme il y a 2 ou 3 postes par département, vous avez un chef de service, un qui est nommé chef du service et puis 1 ou 2 adjoints. Bon, moi j'ai commencé comme adjointe, comme tout le monde. Pour devenir chef de service, vous pouvez rarement devenir chef de service là où vous êtes adjointe, donc il faut bouger, il faut faire 1 ou 2 postes d'adjoint, puis faire vos preuves, prendre un poste de chef de service, etc. Il y a un moment donné, quand vous êtes coincé dans des déplacements, parce qu'il y a une gestion qui devient trop difficile du quotidien, vous évoluez moins vite, forcément. Catherine Bourlet nous raconte les personnes qui l'ont marquée dans toute sa profession, qui lui ont transmis passion et savoir-faire. Quand je suis devenue architecte des bâtiments de France ou même vérificateur, il y a un certain nombre de personnes qui effectivement m'ont marqué, où j'étais plus proche d'eux, ou en tout cas ou admirative. C'est vrai que quand j'ai travaillé comme vérificateur, j'étais sur Paris, sur Versailles, et j'ai suivi notamment Jean-Loup Roubert à l'époque, qui s'occupait de l'Opéra de Paris avec la récupération de la coupole transformée en salle de classe, etc. Bon, ça a été un gros chantier que j'ai suivi. Et c'est quelqu'un qui effectivement m'a marqué, puis c'est un chantier qui m'a marqué. Et puis parallèlement, Pierre-André Lablaude, que j'ai suivi à l'époque, il avait, je crois, les Hauts-de-Seine. Parce que c'est des personnalités, des gens qui vous emmènent, c'est-à-dire qui vous traitent d'égal à égal et qui savent bien que vous n'êtes pas forcément totalement sur le même plan de toutes les connaissances qu'ils ont, etc. Mais qui vous entraînent avec, qui vous font pas sentir que vous ne savez rien, que vous savez tout. Et ça, c'est important. Il y a eu une ébauche d'un réseau de femmes du bâtiment ici sur l'île, sur la métropole, qui a émergé alors maintenant ça fait plus de bien 4-5 ans. Malheureusement, ça ne s'est pas poursuivi. Je pense que ça a été à l'initiative de gens qui travaillent chez Rabot du Tilleul et qui ont essayé de faire des soirées, ou en tout cas fin de journée, de rencontres autour d'un moment un peu plus festif. Moi, j'y suis allée 2 ou 3 fois. C'était intéressant parce que vous rencontriez, à la fois des gens du bâtiment, mais aussi des gens, par exemple, de l'établissement public français, de tous les organismes qui sont autour, je dirais, du bâtiment, mais pas seulement, des métiers qu'ils réalisent, mais aussi des concepteurs ou des porteurs de projets ou autres. On accueille des stagiaires de toutes sortes, c'est-à-dire qu'on prend aussi bien des jeunes découvertes 3e ou 4e. On accueille des étudiants, donc certains vont rester dans le libéral, mais il arrive que certains effectivement évoluent et passent les concours ensuite. Et puis on accueille aussi des stagiaires architectes urbanistes de l'État. Alors c'est très intéressant, c'est toujours enrichissant d'avoir un échange avec des jeunes, de leur montrer nos métiers, de leur montrer aussi comment on réfléchit nous sur un projet. Moi j'ai choisi ce métier parce qu'on pouvait être sur le terrain. J'aimais ce métier parce que c'était la rencontre avec les gens, avec les propriétaires, avec le lieu, avec un bâtiment. C'était plus être, je dirais, sur le terrain ou sur place que de faire des dossiers. Aujourd'hui, le temps passé sur les dossiers face à un écran, il est beaucoup plus important. On en fait encore. Hein. Ce matin, j'étais heureusement en visite dans l'île pour découvrir 2 maisons. Mais c'est vrai que on finit par avoir du mal à dégager ce genre de temps.
Est-ce qu'il y a récemment une œuvre d'art ou un chantier qui vous a particulièrement marqué ? Allez, je vais dire, parce que c'est d'actualité, que c'est le dernier bâtiment où je suis allée, je dirais la Bourse de Paris, la réhabilitation, enfin la reconversion et réhabilitation et remise en valeur de la Bourse. J'ai trouvé que c'était assez superbe. À la fois mélange d'intervention contemporaine, de valorisation du bâtiment existant, puis l'exposition d'art contemporain que j'aime bien aussi. Voilà. Donc, ouais. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite à en parler autour de vous et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier tout particulièrement le ministère de la Culture et la DRAC Hauts-de-France qui ont choisi de porter et de financer intégralement ce podcast. Un immense merci aux équipes et particulièrement à Karine Delfoli, Élise Lemarchand et Caroline Briche-Cadrin. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé. Les musiques sont de Unicorn Heads. À bientôt!